Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre que je vais aborder, c'est le chapitre 3 sur les ondes électromagnétiques dans la matière. Donc je vous rappelle d'abord dans le paragraphe 1 les ondes électromagnétiques, mais dans le vide. Donc ce sont les ondes que vous avez déjà étudiées au cours du semestre S3, dans le cours intitulé Électricité 2. Donc je vous rappelle l'équation d'abord de Maxwell-Gauss, qui est la divergence de E, ρ sur epsilon 0. L'équation de Maxwell-Faraday, c'est le rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de t. Conservation du flux du champ magnétique B, donc qui est égal à la divergence, l'équation s'exprime, c'est la troisième équation de Maxwell, qui est la divergence de B égale à 0, et la quatrième équation de Maxwell, c'est l'équation Maxwell-Ampère qui s'écrit rotationnel de B est égal à mu0 J, qui est la densité de courant libre de conduction, avec des courants de conduction, plus epsilon 0 d de E sur d de t, qui n'est autre que la densité de courant de déplacement. Première remarque sur l'équation de Maxwell-Gauss. L'équation de Maxwell-Gauss s'exprime sous la forme divergence de E égale à ρ sur epsilon. Donc je vous rappelle que si je l'intègre sur un volume V, l'intégrale de divergence de E dV, c'est l'intégrale de ρ sur epsilon 0. L'intégrale de ρ donne la charge libre intérieure. Et la divergence de E, en utilisant le théorème d'Ostrogradski, vous savez que ça donne le flux de E ds. Donc, l'expression finale, donc on va voir le flux de E à travers une surface S, est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0, qui n'est autre que le théorème de Gauss. C'est pour cette raison, donc je vous rappelle, que l'intégrale de E ds est égale à Q intérieur sur epsilon 0, c'est le théorème de Gauss, et des fois, l'équation de Maxwell-Gauss, on l'appelle aussi l'équation locale du théorème de Gauss. L'équation de Maxwell-Faraday, donc c'est rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de t. Si je calcule le flux du rotationnel, donc ça va être le flux de moins d de B sur d de t. Qui n'est autre que la dérivée, donc je sors la dérivée temporelle, donc il me reste le flux de B. Donc ça c'est égal à moins la variation du flux par rapport au temps. Bon, maintenant, la force électromotrice, c'est par définition E que multiplie dl. Et E que multiplie dl en utilisant le théorème de Stokes, c'est le rotationnel de E. D'où, par conséquent, le rotationnel de E qui est là, qui n'est autre que la force électromotrice, donc la force électromotrice, donc ça va être moins d de phi sur d de t, d'accord, qui n'est autre que la loi de Faraday. La troisième équation de Maxwell, c'est la divergence de B égale à 0, donc l'intégrale triple de la divergence, c'est le flux de B qui est égal à 0, qui exprime que le flux est conservatif. La quatrième équation de Maxwell, qui est l'équation de Maxwell-Ampère, donc s'écrit rotationnel de B est égal à mu0 J plus epsilon 0 d de E sur d de t, que je vais écrire comme étant mu0 J total. Donc le flux de B, si j'écris le flux de B, donc ça va être mu, le flux de J total. Le flux de J total, parce que J c'est une densité de courant volumique, ça va être la somme des courants enlacés. Et le flux du rotationnel n'est autre que la circulation. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la circulation de B sur un contour C, qu'on appelle le contour d'Ampère, ça va être mu0 que multiplie la somme des courants enlacés. Regardons d'abord, donc, je vous rappelle les équations de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Donc, tout se base, je vous rappelle les démonstrations, donc on calcule le rotationnel du rotationnel de E, qui n'est autre que le gradient de la divergence de E moins le Laplacien. On sait, d'après l'équation de Maxwell-Faraday, le rotationnel de E c'est moins d de B sur d de t.
Donc, le rotationnel du rotationnel, ça va être la dérivée, le rotationnel de la dérivée de B, en remplaçant le rotationnel par par moins d de B sur d. Donc ça donne, on intervertit la dérivée temporelle et la dérivation spatiale, qui est le rotationnel. Donc ça donne moins d sur dt du rotationnel de B. Or, le rotationnel de B, donc c'est mu0 j plus mu0 epsilon 0 d de E sur d de t, en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère. Et la divergence de E, c'est le ρ sur epsilon 0. Donc, par conséquent, si je reviens donc à l'équation qui est rotationnelle, qui est le gradient de la divergence moins le Laplacien, donc je vais avoir le gradient de la divergence moins le Laplacien, ça va être égal moins donc le rotationnel du rotationnel, donc on a démontré qu'il est égal à cette expression, donc c'est la dérivée qui est la dérivée moins la dérivée temporelle de mu0j, donc je le remplace ici, mu0j plus epsilon 0, mu0 d de E sur d de t. La divergence, on a dit, la divergence de E, c'est l'équation de Maxwell-Gauss qui est ρ sur epsilon 0, donc on remplace, donc je vais avoir le gradient de ρ sur epsilon 0, moins le Laplacien, et moins mu0, le signe qui est là, je sors le mu0 et je vais avoir la dérivée temporelle de j. Donc moins aussi, mu0 epsilon 0, et ça va être la dérivée seconde de E par rapport à t carré. On en déduit par conséquent l'équation de propagation, l'équation qui est l'équation générale, en commençant par le Laplacien. Donc le Laplacien qui est là, le Laplacien que je fais passer de l'autre côté, donc ça va être un plus le Laplacien, et on va voir moins mu0 epsilon 0 la dérivée seconde, qui est ce terme-là, et puis donc je vais avoir égal le gradient de ρ sur epsilon 0, on sort epsilon 0, c'est une constante, donc il reste 1 sur epsilon 0, le gradient de ρ, et puis le terme moins mu0, la dérivée temporelle de j, on fait passer de l'autre côté, donc ça donne un signe plus mu0 d de j sur d de t. Le cas particulier, c'est lorsque ρ est égal à 0 et j est égal à 0, c'est-à-dire qu'on est dans le vide, mais en absence de charge électrique réel et en l'absence de courant réel. Donc l'équation, donc ça va être le Laplacien moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de E par rapport à t carré qui est égal à 0, et on remplace donc le mu0 epsilon 0, on pose que c'est égal à 1 sur c carré, donc c, ça va être 1 sur la racine epsilon 0 mu0, qui n'est autre que la vitesse de propagation, puisque ça c'est une équation de propagation. Donc si je refais le même calcul, on démontre aussi que le Laplacien, donc avec B, les mêmes démonstrations, donc on suit la même démonstration, on calcule le gradient de B qui est le rotationnel du rotationnel plutôt, le rotationnel du rotationnel de B, qui est le gradient de la divergence, moins le Laplacien de B, on va retrouver donc une équation lorsque ρ égale à 0 et j égale à 0, qui est le Laplacien de B moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de B par rapport à t carré, qui est égal à 0. Le cas particulier des ondes que vous avez déjà étudiées, ce sont les ondes planes monochromatiques. Donc je vous rappelle qu'une onde plane est par une onde électromagnétique plane, et par conséquent ça veut dire que le champ électrique et le champ magnétique ne dépendent que de la variable de propagation. Par conséquent, donc le Laplacien, donc ça va être, il reste que la dérivée seconde de E par rapport à z carré, que ce soit pour le Laplacien de E ou que ce soit pour le Laplacien de B. Donc les équations de propagation, dans ce cas-là, c'est la dérivée seconde de E par rapport à z carré, moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de E par rapport à t carré qui va être égal à 0, et la dérivée seconde de B par rapport à z carré, moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de B par rapport à t carré qui est égal aussi à 0.
Les ondes planes monochromatiques, solution, les ondes, je répète, donc les ondes électromagnétiques planes, j'ai rajouté le terme monochromatique, hein, donc je cherche les solutions sous cette forme, de ces équations, donc s'écrivent E est égal à E0, en notation bien sûr, en notation, j'utilise la notation complexe, c'est-à-dire E0 exponentielle moins I, oméga t moins kz, porté par, disons, un vecteur, hein, donc le vecteur qui est, je choisis ici, perpendiculaire à la direction de propagation, donc je choisis EX, plus E0 exponentielle moins I oméga t plus kz, d'accord, porté par X. Donc je vous rappelle d'abord la convention qu'on a adoptée ici pour ce cours-là, c'est l'exponentielle moins I, d'accord. Et là aussi, donc l'exponentielle moins I. Il y a l'autre convention qu'il faut savoir, donc je vais la discuter plus tard, dans la remarque. Pour calculer B, on sait que B c'est K sur oméga vectoriel E. J'ai montré donc cette relation qu'on appelle relation de structure, qui montre que K, E et B forment un trièdre direct en calculant le produit vectoriel. Donc on trouve l'expression de B qui n'est autre que K E0 sur oméga que multiplie donc l'exponentielle I kz moins oméga t, en calculant donc le produit vectoriel. Le K est porté par EZ, parce que c'est la direction de propagation. Donc on va avoir K vectoriel EX qui donne EY, hein, donc ici aussi. Donc la solution, c'est sous la forme exponentielle, et I kz moins oméga t, hein, donc le signe moins avec le signe moins donne un signe plus, et on va avoir moins oméga t, hein, donc j'ai rectifié. Et puis moins I oméga t, hein, d'accord, et puis moins I kz, hein, en mettant, j'ai mis en facteur le terme E0, donc K E0 sur oméga. Bon, on remarque, donc là, sur la convention, donc la convention qu'on a adoptée, c'est moins I oméga t plus ou moins kz. Dans cette, le moins devant le I est une convention, d'accord. Donc il y a des cours où on utilise plus I et d'autres qui utilisent moins. Ça n'a pas beaucoup d'importance du fait que le champ, donc on prend la partie réelle et le cosinus est en paire, donc moins ou plus change rien. Mais par contre, le terme qui est là, oméga t, le signe entre oméga t et kz, donc on a soit plus, comme ici, un plus, soit on a un moins comme dans ce terme-là, d'accord, un moins. Et ce signe-là a une signification. Bien, donc E0, qui est moins I oméga t avec le signe moins, donc pas regarder le signe de I, mais plutôt le signe entre oméga t et kz, hein, donc le oméga t positif, et le kz, je regarde le signe, quand j'ai pris oméga t positif, je regarde le signe devant kz. Donc si c'est moins, donc c'est une onde plane, monochromatique, hein, je rajoutais le terme monochromatique, régressive, d'accord. La première, hein, je répète, hein, donc c'est une onde plane monochromatique progressive, s'il y a le signe moins, d'amplitude complexe. Donc son amplitude complexe, on met l'exponentielle moins, et je vous rappelle, on met l'exponentielle oméga t en facteur, donc il va rester l'exponentielle I kz. Donc l'expression sous la forme plus I kz est une onde progressive. Le terme E0 exponentielle moins oméga t plus kz, donc il y a un signe plus, oméga t est positif, le plus, ce terme-là d'ailleurs, je vous rappelle, la parenthèse qui est oméga t plus kz, c'est le terme de phase, qui est le terme de propagation. Donc il y a un signe plus devant kz, d'accord. Et l'onde, donc c'est une onde monochromatique, régressive, et son amplitude complexe, ça va être E0 moins I kz. Et par conséquent, donc on va avoir l'onde régressive qui serait E0 exponentielle moins I kz.
Dans des exercices, on peut aussi utiliser la convention avec un seul plus. On va le faire d'ailleurs dans la partie TD, hein, pour s'habituer en fait aux deux conventions, la convention avec l'exponentielle moins i et la convention avec l'exponentielle en plus i. Bien, donc le second paragraphe concerne donc la propagation dans la matière. Bon, les équations de Maxwell dans la matière. Donc on a l'équation de Maxwell-Gauss qu'on a déjà démontré dans le chapitre sur les dièdes électriques. Ça s'écrit divergence de E, qui est ρ total. Ρ total, c'est le ρ libre, plus la densité volumique des charges de polarisation, qu'on note au P, donc divisé par epsilon 0. Donc ça, c'est l'équation de Maxwell dans la matière. Maintenant, l'équation divergence de B ne change pas, il y a conservation toujours du flux magnétique. La troisième équation, qui est l'équation de Maxwell-Faraday, ne change pas, donc c'est le rotationnel de E est égal à moins D de B sur D de T. Et l'équation de Maxwell-Ampère, qu'on a démontré dans le chapitre sur les milieux magnétiques. Le rotationnel, s'écrit rotationnel, si j'utilise B1, donc le rotationnel de B, c'est mu0, d'accord? Mais mu0 que multiplie J total, d'accord? Donc J total, ça va être ce qu'on avait noté JV réel, donc c'est la densité de courant, la densité réelle des courants, la densité volumique des courants réels, plus la densité des courants d'aimantation, qui sont le rotationnel de M, puis la densité de courant de polarisation, hein, qu'on va démontrer, et puis le terme qui est epsilon 0 d de E sur E, qui est la densité des courants de déplacement. Bon, on rappelle, je vais vous rappeler donc la démonstration pour, disons, la conservation de la charge. Donc j'ai un volume V, schématisé ici, donc le volume V, et une densité à l'intérieur, qu'on a noté ici, une densité volumique de charge mobile, hein, donc c'est noté ρm pour mobile, c'est-à-dire réel. Ça peut être n'importe, donc réel ou de polarisation, la démonstration est la même, hein. Donc la charge totale, c'est par définition l'intégrale de ρm d tout. Bien. Quand je calcule la dérivée de Q par rapport à T, donc la dérivée de Q par rapport à T, c'est la variation de la charge à l'intérieur au cours du temps. Donc c'est un courant, puisque c'est une variation de charge par unité de T. La charge, elle varie, la charge à l'intérieur donc a diminué, donc elle est négative, donc on l'écrit donc moins I. Donc c'est la charge. Donc la charge par unité de temps qui est moins I, qui a traversé donc la surface S extérieure du volume V. Bien, donc on remplace Q par son expression, donc qui est là, hein, donc D sur TT, l'intégrale de ρ d-taux, est égal, le courant, c'est par définition le flux de J à travers la surface qu'on note ici, hein, donc la surface qui délimite V. Bien, en utilisant le théorème d'Ostrogradski, la dérivée, l'intégrale double, donc c'est une intégrale, c'est une intégrale triple, hein, donc on va remplacer par la divergence, et la dérivée par rapport au temps de l'intégrale triple de ρ d-taux, c'est l'intégrale, donc on intervertit la dérivée temporelle avec l'intégration spatiale, d'accord? Donc ça donne d de ρ sur d de t, d'accord? Et par conséquent, donc de l'intégrale triple d de ρ sur d de t, qui est ce terme-là, on l'écrit là, et en ayant utilisé Ostrogradski, comme je vous l'ai dit, le flux de J, c'est la divergence de V sur d taux, d'accord? Donc l'identification,
montre que la divergence de J est égale à D de ρ sur D de T. Donc ça c'est, disons, l'équation de conservation qu'on appelle la relation de conservation de la charge. S'il y a une variation de ρ, de la densité de charge temporelle, une variation temporelle, elle crée une densité de courant et qui vont être reliées par une relation qui est la divergence de J égale à moins D de ρ sur D de T. C'est ce que j'ai écrit ici dans ce qu'on a écrit ici dans la relation, c'est-à-dire il y a une variation, la divergence de J serait reliée à ρ libre, donc J c'est la densité de courant libre, sera reliée à ρ libre par la relation divergence de J plus D de ρ sur D de T est égal à 0. D'accord? Bien, de même, on a une densité de courant de polarisation qui est ρP. Il y a une variation temporelle, puisque la polarisation dépend de T. Donc je vous rappelle l'expression de la polarisation dans un milieu par exemple linéaire, c'est ε0 que la susceptibilité que multiplie E. Le champ de l'onde dépend de T, donc P aussi va dépendre de T. Donc il y a une variation temporelle de la densité de polarisation, de la densité des charges de polarisation. Donc par conséquent, il va y avoir création d'un vecteur densité de courant. Bien, avant, donc, puisqu'il y a variation de ρ, une variation temporelle, donc le J donc va s'écrire divergence de J est égale à moins D de ρ sur D de T, ou encore, on peut disons simplement dire que la conservation de la charge de polarisation, la divergence de J plus D de ρ sur ρP1, d'accord, ρP par rapport à T, elle est égale à 0. Bien, on en déduit, donc la divergence de P, donc ça va être moins la dérivée de ρ par rapport à T, mais la ρP c'est moins la divergence de P, donc j'ai un signe moins, et un signe moins de moins la divergence, donc c'est un signe plus, d'accord? Et on intervertit la dérivée temporelle avec la dérivée spatiale qui est la divergence de P, donc je vais avoir divergence de ρP qui va être la divergence de D de P sur D de T, et par conséquent le vecteur densité de courant de polarisation est relié au vecteur polarisation par D de T sur D de P sur D de T, hein, donc c'est ce que on a écrit donc ici, hein, donc G de P est égal à D de P sur D de T, d'accord? Maintenant, le vecteur densité des courants d'aimantation, on l'a démontré dans le chapitre sur les milieux aimantés, c'est le rotationnel du vecteur aimantation, d'accord? L'équation de Maxwell-Gauss peut, si j'introduis donc le vecteur déplacement D, s'écrit divergence de D s'écrit ρ est égal à ρ libre seulement parce que D ne dépend que de la densité de volumique des courants libres. C'est-à-dire qu'on a bien divergence de D est égal à ρ libre. Si on remplace JA, qui est la densité des courants d'aimantation, le vecteur densité des courants de polarisation par l'expression dans l'équation de Maxwell en paire, avec B, donc le rotationnel B. On travaille avec B d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'on est dans le chapitre sur les milieux, sur la propagation des ondes, donc on est intéressé par le champ électrique E et le champ magnétique de l'onde électromagnétique, hein, d'accord? On ne travaille pas avec H, le vecteur excitation. Bon, donc j'ai le rotationnel de H, c'est mu0, donc on a dit rotationnel J, la densité des courants libres, on remplace GA par le rotationnel de M, et on remplace JP par D de P sur D de T, d'accord? Bien, donc on divise le rotationnel par mu0, hein,
c'est ce terme, hein, donc B sur mu0, et on fait passer le rotationnel de n de l'autre côté, donc ça donne le rotationnel de moins m. Donc ça, c'est la définition du vecteur H, hein, si vous vous rappelez, hein, donc le vecteur excitation magnétique. Donc il est égal, rotationnel de B sur mu0 moins m, c'est la densité de courant volumique, et la dérivée temporelle, hein, donc je groupe les deux termes avec, où il y a la dérivée temporelle, donc c'est epsilon 0 d de E sur d de t, hein, donc ce terme-là, et P, la dérivée de P, donc c'est ce terme-là. Et par conséquent, donc ici donc apparaît la définition du vecteur déplacement dans le cas général. Donc l'équation de Maxwell-Ampère, on peut l'écrire aussi avec H, hein, donc rotationnel de H est égal à J libre plus D de D par rapport à T. Par conséquent, donc on a rotationnel de H est égal à J libre plus D de D sur D de T, qui est l'équation de Maxwell-Ampère avec H. Donc on doit le préciser, donc c'est l'équation d'Ampère avec H. Bien, donc regardons donc le cas des milieux linéaires homogènes et isotropes. Donc on va prendre les milieux diélectriques de permittivité absolue epsilon et de perméabilité mu. Donc le vecteur D et le vecteur H deviennent, puisque le milieu est linéaire, donc D c'est epsilon E, et B c'est mu, la perméabilité du milieu que multiplie H. Donc les équations de Maxwell-Ampère s'écrivent dans ce cas-là, avec E et B pour un milieu linéaire homogène et isotrope. La divergence de D, on a dit que c'était égal à ρ libre, donc D c'est epsilon E, donc le E c'est D sur epsilon, donc on va voir la divergence de E c'est égal à ρ libre sur epsilon. La divergence de B c'est égal à 0, le rotationnel de E, l'équation de Maxwell-Faraday ne change pas, moins T de B sur D de T, et le rotationnel de B, hein, donc ici on a le rotationnel de H, H c'est B sur mu, donc le rotationnel de H qui est le rotationnel de B sur mu, on fait passer mu de l'autre côté, hein, donc c'est ce terme-là, hein, donc mu, et on a ce terme-là, donc J libre, la densité de courant libre, et D on le remplace par epsilon E, donc ça donne epsilon plus D de E sur D de T. Donc faites attention quand vous travaillez donc avec un milieu linéaire homogène isotrope, donc si vous faites intervenir la permittivité du milieu, faites attention, il n'y a plus de polarisation, hein, donc il ne faut pas l'écrire, hein, donc on l'écrit, tu peux l'écrire avec epsilon 0 d de E sur d de T, mais il faut rajouter le vecteur d de P sur d de T qui est le vecteur densité des courants de polarisation, d'accord? Bien, donc les équations de Maxwell étant établies, donc on va voir à présent dans le paragraphe 3, donc la propagation, c'est-à-dire la structure des ondes électromagnétiques dans un milieu linéaire homogène et isotrope. Et on va distinguer, donc une onde électromagnétique, d'ailleurs vous savez que c'est un couple défini par un couple d'un champ électrique et d'un champ magnétique relié par les équations de Maxwell. On va distinguer trois types de milieux. Donc les milieux qui sont diélectriques, linéaires, homogènes, isotropes, mais diélectriques non absorbants, on dit aussi transparents, de permittivité. Donc faites attention, donc, je vous le rappelle là, hein, on va le voir par la suite. Donc de permittivité diélectrique réelle, c'est un nombre réel, epsilon est réel, d'accord? Et les milieux qui sont absorbants, on dit aussi non transparents, d'accord? Il y a pas de perte, il y a une perte d'énergie à l'intérieur, d'accord? Perte d'énergie de l'onde. C'est pour ça qu'on dit absorbant, donc les milieux absorbants. De permittivité diélectrique, attention, dans ce cas-là, elles ne sont pas réelles, elles sont complexes. D'accord? Et aussi donc les milieux conducteurs, hein, que vous savez, donc ce sont des métaux en particulier par exemple, et tous les milieux qui ont une conductivité. On va voir que dans ces milieux, aussi, disons, le vecteur K qui définit la propagation de l'onde, hein, donc le vecteur d'onde qui est, disons, oméga sur C U, comme vous le savez, K, dans le premier cas des milieux non absorbants, il est réel. Et dans le cas des milieux absorbants, il est complexe. C'est le même cas dans le milieu des conducteurs. Donc quand il va être réel, on va avoir une propagation sans atténuation,
Puisqu'ils sont absorbants, c'est évident. Puisqu'ils sont non absorbants. Donc le milieu n'est pas absorbant. Donc il va y avoir propagation sans perte d'énergie. Donc il ne va pas y avoir diminution de l'amplitude de l'onde. Par contre, si le milieu est absorbant, donc le vecteur d'onde va être complexe et par conséquent, donc l'amplitude, même chose ici pour les conducteurs, l'amplitude de l'onde va diminuer du fait que le milieu est absorbant, que l'énergie de l'onde est en train de diminuer. Donc l'amplitude nécessairement décroît. D'accord? C'est ce qu'on va étudier dans les paragraphes qui suivent. D'accord? Donc prenons donc le premier cas. Le cas des milieux linéaires homogènes, isotropes, diélectriques, non absorbants. Les équations de Maxwell donc s'écrivent divergence. On va prendre le cas des ρ libre est égal à 0 et J libre est égal à 0. Hein, donc, ça va bien. Donc on va avoir la divergence, de E qui est l'équation de Maxwell, Gauss égale à 0, puisque ρ égale à 0. Divergence de B ne change pas. Rotationnelle de moins d de B sur d de T, l'équation de Faraday ne change pas. Par conséquent, donc l'équation de Maxwell-Ampère, qui est rotationnelle de B, J étant égal à 0, donc il reste epsilon mu d de E sur d de T. D'accord? Mu, si le milieu n'est pas magnétique, hein, donc que diélectrique, on remplace mu pratiquement, donc c'est mu 0 la perméabilité du vide, donc ça donnerait mu 0 epsilon d de E sur d de T. La propagation, les ondes, on va regarder le cas des ondes planes monochromatiques, les ondes électromagnétiques planes et monochromatiques, dans le milieu diélectrique non absorbant. Donc l'équation, on cherche, disons, la solution donc, qui est de la forme, donc la solution est de la forme E0 exponentielle, JKR moins oméga T. Je vous rappelle encore une fois qu'on a pris donc la convention avec le I, le moins. J, donc ce qu'on a noté ici, donc J, c'est le vecteur et le nombre complexe imaginaire tel que J carré égale à moins 1. D'accord? Faites attention au niveau de la notation utilisée. Bien. Donc on va calculer le rotationnel pour déterminer l'équation de propagation. Donc on calcule rotationnel du rotationnel de E, qui est le gradient de la divergence moins le Laplacien. La divergence de E elle est égale à 0, hein, donc, puisque ρ libre est égal à 0. Donc il nous reste le rotationnel de E, l'équation de Maxwell Faraday, c'est moins d de B sur d de T. Donc on va avoir rotationnel de moins d de B sur d de T qui va être égal à moins le Laplacien. On a déduit donc l'équation Laplacien, donc on fait passer de l'autre côté. Donc ça va être le rotationnel le rotationnel laplacien, donc ça va être le signe moins, donc va disparaître ici dans l'équation. Donc le laplacien, c'est la dérivée par rapport au temps du rotationnel de B. Et le rotationnel de B, c'est mu 0 epsilon, les dérivées de E par rapport à T. Donc la double dérivation, donc dérivation la première d sur dt, d'accord, et la seconde qui vient de l'équation, dans l'expression de Maxwell-Ampère. Donc on va voir epsilon 0, epsilon plutôt, mu 0, la dérivée seconde de E par rapport à T. D'accord? On peut introduire donc le vecteur, pas le vecteur, plutôt la célérité, la vitesse c, qui est la vitesse de propagation dans le vide, qui est 1 sur c carré epsilon 0 mu 0. Donc on va avoir epsilon divisé par epsilon 0, donc on va avoir un epsilon r. Epsilon r, on peut aussi donc modifier. Epsilon r, c'est si je veux l'exprimer avec la susceptibilité électrique, donc c'est 1 plus qui, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Cette équation de propagation, hein, donc le terme epsilon r sur c carré ou encore 1 plus qui sur c carré, hein, donc voilà, hein, donc n'est autre que 1 sur v carré. 1 sur v carré, où v serait la vitesse
de propagation de l'onde. D'accord? Bien, donc on en déduit que le champ électrique ou que le champ magnétique, bon, ils ont la même équation, est une équation qui est analogue. Hein, dans la forme, hein, elle est analogue à celle de l'équation de propagation dans le vide, mais ce qui change, c'est le terme, donc la vitesse dans le vide, c'était 1 sur c carré, on avait un terme ici qui était 1 sur c carré, et là, donc, on a la vitesse de propagation, qu'on note ici v, donc 1 sur v carré, qui est epsilon r sur c carré, d'accord? Si j'introduis l'indice, l'indice est par définition la racine carrée de la permittivité relative. Donc la vitesse, donc ça va être égal à 1 sur v carré, ça serait n carré sur c carré. Donc on inverse et je prends la racine, donc je vais avoir v qui est égal à c sur n. Donc la vitesse de propagation de l'onde dans un milieu diélectrique d'indice n, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans le vide, qui est c, et on divise par l'indice qui est n. Bon, on remarque du fait qu'on a divergence de E égale à 0, donc implique la divergence, c'est nabla scalaire E, comme vous savez. Donc c'est JK, nabla c'est JK, donc on va voir JK scalaire E égale à 0. Donc ça veut dire que E et K, le produit scalaire ici, donc K scalaire E égale à 0, ça veut dire que E est perpendiculaire à K, donc perpendiculaire à la direction de propagation. Donc on dit que E est transverse, et on dit aussi que l'onde est une transverse électrique, hein, donc une TE. De même B, puisque j'ai la divergence de B égale à 0, donc on en déduit que B est perpendiculaire à K, donc on a une transverse, une onde transverse magnétique. Voilà que j'ai rajouté ici, hein, donc l'onde est une transverse électrique, hein, donc ça veut dire que E est perpendiculaire à K, donc la notation c'est TE. Et l'onde est une transverse magnétique, la notation c'est TM, on a une TM, donc l'onde est une transverse, on dit que l'onde est une transverse magnétique. L'équation de Maxwell-Faraday, donc le rotationnel de E, c'est nabla vectoriel E, nabla c'est JK. Donc je vous rappelle que J c'est disons le nombre complexe imaginaire tel que J carré est égal à -1, donc c'est JK vectoriel E. La dérivée de B par rapport à T, donc la dérivée de B par rapport à T, c'est moins J oméga. Donc le signe moins disparaît. Donc je vais avoir l'équation de Maxwell-Faraday s'écrit sous cette forme. Et par conséquent, donc on simplifie J des deux côtés. Et je déduis donc B, qui va on divise par oméga. On déduit que B c'est K vectoriel E sur oméga. Donc ça c'est l'équation, qu'on dit l'équation de structure de l'onde. On voit ici que K, E et B forment un trièdre direct. D'accord? Donc conclusion. Donc premièrement, on remarque. Donc on va voir l'onde électromagnétique plane et monochromatique qui est dans les milieux, qui se propage dans un milieu linéaire, rosotrope, diélectrique, non absorbant. Donc c'est une TE, c'est une transverse électrique et une transverse magnétique. Donc on dit que c'est une transverse électrique magnétique. D'accord? L'équation de Maxwell-Ampère. L'équation de Maxwell-Ampère permet, s'écrit rotationnel de B qui est mu dans le cas général, hein, d'accord, donc mu epsilon 0, epsilon r, la dérivée de E sur 2 de t, d'accord. Si le milieu n'est pas magnétique, on remplace mu par mu 0, bien sûr, d'accord. Donc j'ai le rotationnel de B, ça va être JK vectoriel B, et ce JK vectoriel B, et D de E sur D de T, c'est moins I oméga, d'accord. Donc le J se simplifie, donc on va voir K vectoriel B qui serait moins epsilon R, le signe moins vient de la dérivée de E par rapport à T, moins epsilon R sur C carré, puisque mu 0
hein, si je prends mu égale à mu 0 epsilon 0, c'est 1 sur c carré, d'accord? Multiplié oméga E, d'accord? Donc celle-là, donc c'est la même, hein, donc c'est une équation de structure, mais on utilise plutôt celle-ci, hein, donc B est égal à K sur oméga vectoriel E. Cette équation B égale à K sur oméga vectoriel E, puisque, disons, les vecteurs sont perpendiculaires 2 à 2, donc on module B, c'est K que multiplie E sur oméga, d'accord? Bien, donc B, K, c'est oméga sur V, donc on simplifie oméga, donc il reste V, d'accord? Et V, je sais que c'est C sur N, donc par conséquent, B, en module, c'est NE sur C. D'accord? Donc cette relation est importante parce que te permet de déterminer, disons, le module en simplement multipliant le champ électrique par N et en divisant par C. D'accord? Et B, la direction de B est donnée par le produit vectoriel, K vectoriel E, c'est-à-dire on utilise la règle du tire-bouchon, K vectoriel E pour déterminer la direction de B. D'accord? Donc on ne calcule pas B, donc en fait, donc on va suivre par exemple l'un des deux, en général c'est E, donc je détermine l'équation de propagation de E, et quand j'ai E, j'en déduis à partir de E, j'en déduis B. D'accord? L'équation de dispersion, les équations, donc j'ai les deux équations 33, les équations 33 et l'équation 34, qui sont B, l'équation 33 qui est BK sur oméga vectoriel E, l'équation 34 qui est K vectoriel B est égal à moins epsilon R sur C carré oméga E. On remplace B par son expression dans le produit vectoriel. Donc je vais avoir K vectoriel E. D'accord, hein? Donc K vectoriel K, d'accord, hein, donc je remplace ici dans cette équation B par son expression, donc je vais avoir K vectoriel K sur oméga E, en remplaçant B par son expression, d'accord. Donc le oméga on le fait passer de l'autre côté, hein, donc on va avoir K vectoriel E, donc c'est ça, c'est un double produit vectoriel. Le double produit vectoriel, donc ça va être K au K, disons, K scalaire E porté par K, mais K est perpendiculaire à E, donc K scalaire E égale à 0, moins K scalaire K porté par E. Donc K scalaire K, c'est K au carré avec le signe moins K au carré, moins K au carré E. D'accord? Qui va être égal, moins epsilon R sur C carré, oméga, et l'autre oméga qui est celui-ci, hein, donc du dénominateur de l'expression, dans l'expression de B, on le fait passer de l'autre côté, donc ça donne, pour oméga ici, donc ça donne, le oméga serait au carré, donc porté par E. D'accord? On simplifie par E, hein, il y a le vecteur E ici, et le vecteur O dans cette équation, des deux côtés, donc je vais avoir le sigma aussi, on va le simplifier, là et là, donc on va avoir K au carré, d'accord, et puis qui va être égal à oméga au carré, là, divisé par C au carré, et multiplié par epsilon R. Donc cette relation, la relation entre K et oméga, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure au début donc du paragraphe. Donc si la permittivité est réelle, c'est ce qui est le cas ici, donc epsilon R est réel, K à partir de l'équation de dispersion serait elle-même réelle, hein, puisqu'on va prendre la racine d'un nombre réel qui va être réel. Bon, regardons maintenant la propagation de l'énergie magnétique. Donc on sait, donc dans le vide, défini par le vecteur de Poynting, qui est E vectoriel B sur mu0. Je vous rappelle l'expression de la densité
la densité d'énergie électromagnétique, puisqu'on a deux champs. On a le champ électrique, donc la densité d'énergie électrique, c'est 1 demi epsilon E carré, ce qu'on avait démontré avec les milieux électriques. Et pour les milieux magnétiques, puisque j'ai un champ magnétique, donc la densité magnétique, la densité d'énergie magnétique serait 1 sur 2 mu 0 B carré. Bien se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que B, c'est E sur V. Donc B, c'est E sur V. Donc je remplace B par son expression, donc ça donne E carré sur V carré. Ne pas oublier que V carré, c'est quoi? C'est 1 sur epsilon mu 0. Donc le mu 0 se simplifie et epsilon donc passe au numérateur. Donc on va voir 1 demi epsilon carré plus 1 pour ce terme-là, 1 demi plus epsilon E carré. Donc ça donne tout simplement epsilon E carré. Donc la densité d'énergie électromagnétique, de l'onde électromagnétique, c'est epsilon E carré. D'accord? Bon. Donc le vecteur de Poynting, on sait, quand vous savez, parce que vous avez étudié les ondes dans le vide, que c'est le flux du vecteur de Poynting qui définit, qui définit l'énergie électromagnétique de l'onde. D'accord? Il est défini par E vectoriel B sur mu 0. Bon, regardons. La divergence de E. Divergence de E, c'est la divergence de E vectoriel B divisé par mu 0. D'accord? Mu 0 étant une constante, je le sors de la divergence. Et puis, j'exprime la divergence de E vectoriel B. Divergence de E vectoriel B, c'est B rotationnel de E moins E, le rotationnel de B. Et on utilise les équations de Maxwell. Disons, le rotationnel de E. Ah, d'accord? C'est moins d de B sur d de T à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Donc on va voir B avec un signe moins, donc on a sorti ici, donc qui est en facteur. Donc d de B sur d de T, donc je vais avoir B et d de B sur d de T, d'accord, qui viennent de ce terme-là. Le signe moins on l'a mis en facteur, donc j'ai E, donc qui est là, et l'équation de Maxwell ampère, le rotationnel de B, dans l'équation de Maxwell ampère, c'est mu 0, puisque mu est égal à mu 0 dans le cas qu'on est en train d'étudier, et que multiplie epsilon, la dérivée de E par rapport à T. D'accord? Donc on remplace le rotationnel de B par mu 0, epsilon, d de E sur d de T. Donc par conséquent, la divergence du vecteur de Poynting, c'est donc la dérivée, je mets le E que multiplie d de E sur dt n'est autre que la dérivée de 1 demi, la dérivée de E carré. D'accord? On met ici donc la dérivée en facteur, disons la dérivée temporelle, donc ça va être mu 0, mu 0 qui va se simplifier, donc dans ce terme-là, epsilon, donc qui est là, et puis E, d de E sur d de T, c'est E carré, d'accord, divisé par 2, ne pas oublier. Donc B scalaire d de B sur d de T, c'est la dérivée temporelle de B carré, 1 demi la dérivée temporelle de B carré, d'accord, donc 1 demi la dérivée de B carré. Et 1 sur mu 0, puisqu'on factorise, donc le 1 sur mu 0, donc il vient ici. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici à l'intérieur de cette parenthèse? Cette parenthèse, si je la regarde, je la compare avec l'expression de la densité d'énergie magnétique, je vois qu'on a le même terme, 1 demi epsilon E carré, 1 demi 1 sur 2 mu 0 B carré, d'accord? Donc ça, ce n'est autre que la densité d'énergie magnétique, d'accord? Donc la divergence du vecteur de Poynting, c'est moins la dérivée temporelle de la densité d'énergie magnétique pas temporelle, d'accord? La dérivée temporelle de la densité d'énergie magnétique. C'est la même expression que dans le cas du vide. Donc par conséquent, le flux du vecteur de Poynting, qui n'est autre que l'intégrale triple de sa divergence, et la divergence c'est moins d de oméga magnétique par rapport à t. La densité, j'ai rajouté donc disons l'indice
électromagnétique. Donc c'est la densité de l'énergie électromagnétique, oméga EM, temporelle. On intervertit la dérivée temporelle avec l'intégration spatiale. Donc, ce que j'ai ici dans la parenthèse, c'est l'intégrale de la densité que multiplie dV. La densité que multiplie dV, la densité, c'est une énergie par unité de volume. Si je la multiplie par le volume, donc ça donne l'énergie. D'accord? Donc, le terme qui est là, donc c'est une énergie, d'accord? C'est une énergie qu'on note W, d'accord? Donc je vais avoir moins D sur dt de l'énergie qui va être une énergie, l'énergie de l'onde, donc l'énergie qui va être émise, l'énergie ça veut dire qui est à l'intérieur du volume V, l'énergie émise c'est moins l'énergie qui était disons moins le W émis c'est moins W, d'accord? Donc ça va être comment dire, la variation de l'énergie émise par rapport à temps, d'accord? Donc l'énergie, une énergie divisée par le temps, c'est une puissance, d'accord? Donc c'est une puissance émise, donc c'est une puissance, si elle est émise, puisqu'on travaille avec un rayonnement, on travaille avec une onde électromagnétique, donc on dit la puissance rayonnée, d'accord? La valeur moyenne du vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, comme vous dans son expression, c'était quoi? C'était E vectoriel B sur mu 0. E et B étant perpendiculaires, donc le module du vecteur de Poynting, c'est E B divisé par mu 0. D'accord? Si je remplace B puisque c'est un module B, il est relié à E par l'expression E, N, l'indice N, sur C que multiplie E. D'accord? Donc on va avoir E que multiplie E qui donne E carré. Mu 0 et N, on le sort, et j'ai C ici. D'accord? Donc la moyenne de E carré, donc on va voir 1 sur C, 1 sur... J'ai sorti ici aussi le C, puisque c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide qui est constante, donc je l'ai sorti aussi de l'expression de l'intérieur de la moyenne. Donc on va voir N sur C mu 0, la moyenne de E carré, la moyenne temporelle. Ne pas oublier que E est monochromatique, donc on va voir, disons, un cosinus ou un sinus. Donc un cosinus au carré, la moyenne d'un cosinus au carré, c'est 1 demi. Donc 1 demi, et l'amplitude étant E0, l'amplitude de E, donc on va voir E0 carré, l'amplitude au carré, mais divisé par 2. D'accord? Bien se rappeler qu'on a un cosinus. D'accord? Donc par conséquent, l'expression s'exprime n de c, si on veut remplacer mu 0 par son expression, donc mu 0 c'est 1 sur epsilon 0 c carré, et c donc se simplifie, le carré se simplifie, et ce terme là donc passe au numérateur, donc ça va être epsilon 0 c, d'accord, que multiplie n, que multiplie le E0 au carré. Bon, dans le paragraphe C, donc je vais voir donc le comportement d'une onde plane progressive monochromatique à l'interface de deux milieux linéaires homogènes isotropes non absorbants. D'accord? La figure 3 donc schématise disons le comportement de l'onde à l'interface des deux milieux. Donc j'ai un milieu 1 diélectrique d'indice N1, permittivité epsilon 1, perméabilité mu0, un milieu 2 d'indice N2, de permittivité diélectrique epsilon 2, de perméabilité magnétique mu0. L'onde incidente, donc schématisée par son vecteur d'onde ainsi que le champ, disons le champ électrique. On a deux composantes, donc le champ électrique est perpendiculaire au vecteur d'onde, donc il est dans le plan, donc il a deux composantes, d'accord? Donc une composante tangentielle et une composante disons deux composantes, disons, donc dans le plan qui sont perpendiculaires à K, perpendiculaires entre eux. Le vecteur, donc l'angle d'incidence, on le note alpha 1.
l'angle de réflexion normalement. Donc on peut le noter donc à partir de, si je travaille donc à partir de la normale, donc travaille à partir de la normale, euh, comment dire, disons la normale c'est x, donc on est dans l'interface est représentée donc par le plan YZ. D'accord? Donc comment dire, l'onde transmise, donc son vecteur d'onde c'est KT, et l'onde réfléchie, son vecteur d'onde c'est KR. Bon, essayons de retrouver les équations, disons les lois, ce qu'on appelle les lois de, les lois de Descartes. Donc l'onde, euh, disons, l'onde incidente, donc l'onde incidente, elle a pour amplitude donc E0i en vecteur. C'est une onde électromagnétique donc exponentielle J oméga. Donc on a mis le t le oméga plutôt en facteur, donc le oméga en facteur. Donc le vecteur d'onde, de l'onde incidente à deux composantes, donc KI cosinus suivant x, et puis KI sinus i, suivant y, suivant z, elle est égale à 0. C'est-à-dire le module, c'est N1 oméga sur c. Et on note alpha i, donc c'est l'angle entre EX et l'angle entre EX et K. Donc je vais avoir donc T moins K scalaire R étant X et Y, on est dans le plan, donc ça donnerait donc N1 sur C qui est le module, le oméga on l'a mis ici donc en facteur, donc je vais avoir donc X et Y, bien sûr, donc cosinus alpha I que multiplie X et sinus alpha I que multiplie Y. Les vecteurs d'onde de l'onde réfléchie en trois composantes, hein, donc x, suivant y, suivant z, de même avec le vecteur d'onde de l'onde transmise. Bien, en x égale à 0, donc on est sur la surface de séparation, il y a continuité de la composante tangentielle du champ électrique. Donc on prend la composante tangentielle qui est notée ici T, 0T, de l'onde incidente, puisqu'on est dans le milieu 1, on a une onde incidente et on a l'onde réfléchie. Donc je prends la composante tangentielle de l'onde incidente et la composante tangentielle de l'onde réfléchie, qui doit être égale à le champ dans le milieu 2. Dans le milieu 2, on n'a qu'une onde qui est l'onde notée transmise, donc on prend sa composante tangentielle de l'onde transmise. D'accord? Donc l'expression de la continuité du champ électrique, en x égale à 0, comme je l'ai dit, donc c'est, disons, la composante tangentielle de l'onde dans le milieu 1, qui est l'onde incidente, la composante tangentielle de l'onde incidente, la composante tangentielle de l'onde transmise, qu'on a noté ici T, disons, pas la composante tangentielle de l'onde réfléchie, qui doit être égale à la composante tangentielle du milieu de E2, hein, d'accord? Donc ça fait, c'est E0, la composante tangentielle, qu'on a ici T, de l'onde transmise. Bien, donc cette relation doit être vraie, quel que soit t, quelle que soit la variable c'est t, y et z. Donc doit être vérifiée, quel que soit t, quel que soit y, quel que soit z. Donc particulièrement t égale à 0, y égale à 0, z égale à 0. Donc ce terme-là serait l'exponentielle serait égal à 1. Donc on doit avoir l'égalité des modules. Donc E0i, E0r plus E0r t est égal à E0 E0t de la composante tangentielle de l'onde transmise. Si je prends y égale à z égale à 0, donc ces termes-là disparaissent, et par conséquent j'ai un exponentiel j oméga t ici, un exponentiel j oméga rt dans ce terme, et là un exponentiel j oméga t que multiplie t, et qui doit être vérifié quel que soit t. Donc seule possibilité, c'est que le oméga, les oméga, les pulsations soient égales. Donc le oméga doit être égal à oméga r, qui doit être à oméga t.
Ceci veut dire que, disons, l'onde réfléchie et l'onde transmise ont la même pulsation que l'onde incidente. D'accord? Donc pour t égale à 0, si je prends t égale à 0, y égale à 0, donc on va avoir la composante, disons la k, et k le vecteur d'onde, la composante suivant z de l'onde réfléchie doit être égale à 0, et la k de l'onde transmise, la composante suivant z, elle est égale à 0. Bon, ça veut dire, donc dans cette équation, que k, le vecteur d'onde de l'onde réfléchie et celle de transmise, sont dans le plan formé par KI et la normale. Donc ils sont dans le plan, on dit ils sont dans le plan d'incidence. Mais en définissant donc les angles de réflexion qui est EX, l'angle entre KR et la normale, l'angle de transmission, c'est l'angle de 4T, le vecteur d'onde de l'onde transmise avec la normale. Donc on est dans le plan d'incidence, donc KR il a le commodule NA oméga sur C. Donc en projetant, donc on va projeter le cosinus puisqu'on projette directement sur X, et le deuxième, donc ça va être disons le vecteur qu'on a pris, le vecteur tangentiel, le vecteur EY, donc sinus alpha R. De même avec le vecteur 4T, son module, l'indice du milieu c'est N2, donc c'est N2 oméga sur C, et puis le vecteur, donc ses composantes, la composante cosinus, puisque l'angle entre 4T et EX c'est alpha T, donc on a un cosinus suivant EX et un sinus alpha T suivant le vecteur qui est dans le plan, hein, d'accord, sinus alpha porté par EY. L'équation de continuité, qui est l'équation 348, hein, donc, qui est l'onde dans le milieu 1, l'onde transmise, l'onde dans la composante tangentielle du champ dans le milieu 1 est égale à la composante tangentielle dans le milieu 2. Dans le milieu 1, donc on a 0 IT, et E0 RT est égal à E0 R de l'onde incidente, la composante tangentielle est égale à la composante tangentielle de l'onde transmise. D'accord? Donc on va remplacer E0T par E0I plus E0R dans cette expression de 40. Qui donne, donc on a remplacé le champ, disons le champ électrique de l'onde transmise, sa composante tangentielle, elle est là. Ce terme-là, c'est pour la composante tangentielle, puisqu'on a pris l'amplitude de la composante tangentielle, notée T ici, de l'onde réfléchie, et la composante tangentielle de l'onde transmise. Donc doit être vérifié quel que soit T, donc en particulier pour T égale à 0, donc T, le terme T ici disparaît, et on obtient donc cette équation-ci, donc sans T. Comme je l'ai dit, donc on remplace E0T par E0I plus E0R, et on fait passer de l'autre côté, d'accord? Donc E0I va se mettre en facteur, donc il y a ce terme-là, et il y a le terme moins l'exponentielle de ce terme-là. Donc T a disparu, hein, donc T a disparu, on a un signe moins ici, hein, d'accord, exponentielle moins J oméga, et un signe moins lorsque je le fais, on fait passer ce terme-là de l'autre côté, d'accord. Donc de même E0R, donc on a ce terme-là en exponentielle moins J, hein, d'accord, moins J oméga, moins J oméga N1 sinus alpha R divisé par CY, qui est là, avec le signe moins. T, bon, on a pris T égale à 0. Et puis, lorsqu'on a fait passer de l'autre côté, E0T étant égal à E0I plus E0R, donc on le fait passer de l'autre côté, ça donne moins E0R qu'on a mis ici en facteur, donc j'ai un signe moins ici dans cette expression. Cette équation, pour qu'elle soit vérifiée, quel que soit R, on doit avoir nécessairement donc N1 sinus I qui doit être égal à N2 sinus alpha T. D'accord? Et de même, donc le sinus, le alpha I doit être égal, disons, est égal à pi moins alpha I. Hein. Ça veut dire que ce alpha R doit être égal à pi moins alpha I. D'accord? Et ces deux équations, donc N1 sinus alpha 1 est égal à N2 sinus alpha 2,
alpha R égale à pi moins alpha I, ce sont les deux lois de Descartes connues en optique 1. Le cas particulier de l'incidence normale, donc K I est parallèle à la normale, donc il est en incidence normale. Le champ électrique, donc on l'a pris, disons, polarisé dans ce sens. Donc ici, c'est K est porté par X et E, 0I porté par Y. Donc la règle du tire-bouchon donne B0I porté par EZ. Donc ça donnerait EX vectoriel EY. Donc de même ici, là, l'onde transmise va être aussi normale. Si on regarde l'équation de Descartes, donc N1 sinus alpha I est égal à N de sinus alpha t. Si alpha I égale à 0, on est en incidence normale. Donc le alpha t serait lui aussi donc égal à 0. L'angle de réflexion, on a donc le alpha I est égal à pi moins alpha R. Donc l'angle d'incidence étant est égal à 0, donc l'autre serait égal à pi. Mais disons si donc est égal à pi. Donc l'angle d'incidence serait donc l'angle d'incidence donc est égal à 0. Donc l'autre donc serait égal donc serait, si je représente l'angle, disons, de la normale, disons, vers le vecteur, vers l'angle d'incidence, donc serait l'angle de réflexion aussi, donc serait égal à 0, donc et KR donc est parallèle à l'axe des X, mais avec un signe moins. Donc elle va se propager dans le sens inverse. E0R on le prend donc porté par l'axe des Y et la règle du tire-bouchon, donc K vectoriel ER donne B, mais à ce moment-là donc entrant, donc on l'a représenté ici donc entrant. Donc dans ce cas, pour disons l'incidence normale, donc on a continuité de la composante tangentielle du champ. Donc le champ E0, le champ incident est porté par EY, donc il est tangent, donc on prend c'est E0I. L'onde, le composante de tangentielle du champ de l'onde réfléchie, c'est E0R, lui-même il est porté aussi donc par EY. De même avec le champ électrique de l'onde transmise, donc porté par EY, donc il est tangent, donc on a bien la continuité, la continuité de la composante tangentielle du champ électrique, s'écrit donc E0I plus E0R plus E est égal à E0T, c'est l'équation, donc l'équation 3,54. L'expression du champ magnétique, on a dit que c'est E, et on divise par la vitesse dans le milieu, donc la vitesse dans le milieu 1 c'est C sur N, donc ça donne P incident, c'est N1 E0I dit sur C. De même, l'indice du milieu dans lequel se propage l'onde réfléchie c'est N1, donc B0R c'est N1 E0R divisé par C. Dans le milieu, l'onde transmise, le champ magnétique de l'onde transmise, c'est le champ magnétique, disons, de l'onde transmise, le champ de l'onde, le champ électrique, divisé par la en l'absence de courant surfacique, il y a continuité de la composante tangentielle du champ magnétique. D'accord ? Donc la composante B lui-même est portée par le B incident, B incident, B réfléchi, ainsi de suite, sont portés par EZ. Et EZ est dans le plan plan perpendiculaire à la normale, donc dans le plan de l'interface. Donc ce sont des composantes tangentielles. Donc il y a continuité de composantes tangentielles du champ magnétique qui s'exprime sous la forme B0I pour l'onde incidente, B0R puisqu'il est porté par moins EZ, donc j'ai un signe moins, et est égal à B transmis. D'accord ? Et on remplace B par son expression en fonction des champs électriques, donc ça va être N1 E0I, le C se simplifie, moins E0R est égal à N2 E0T. Donc en fait attention ici, c'est le E0T, non pas E0I.
Donc les deux équations 3,54 qui est la continuité de la composante tangentielle du champ électrique, et avec l'expression 3,55 qui est l'expression de continuité de la composante tangentielle du champ magnétique, du fait que J, il n'y a pas de densité de courant surfacique, donc sur l'interface, sur la surface de séparation entre les deux milieux. En définissant donc en définissant les coefficients de réflexion par R est égal à la composante tangentielle de l'onde réfléchie sur la composante tangentielle de l'onde incidente, et le coefficient de transmission par le rapport de l'amplitude de l'onde transmise sur l'amplitude de l'onde incidente. D'accord ? Donc par conséquent, donc ce système là, donc le système des deux équations, donc va s'écrire donc en divisant par E0, divisant plutôt par E0i, donc ça va être donc 1 plus R égale à T, d'accord. Et cette équation là donc devient N1, on divise par E0i, je divise toute l'équation par E0, donc ça donne 1 moins R égale à N2 que multiplie T. D'accord. Donc les deux équations de continuité du champ électrique et celle du champ magnétique, qui sont les équations 3,54 et 3,55, je vais les diviser toutes par E0i en définissant le coefficient de réflexion par l'amplitude de l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Donc ça c'est le coefficient de réflexion en amplitude. Et T, c'est le coefficient de réflexion de transmission en amplitude, c'est l'amplitude de l'onde transmise sur l'amplitude de l'onde incidente. Donc par conséquent, donc cette équation divise par E0i, donc ça donne 1, d'accord, plus E0R sur E0i n'est autre que R, d'accord, et E0t divisé par E0i, E0t divisé par E0t, c'est T, donc ça donne 1 plus R égale à T. Et l'équation cette équation-là, c'est N1, donc 1, parce qu'on divise par E0i, donc moins E0R sur E0i, c'est R, donc est égal à N2, E0t sur E0i qui est T. On résout donc ce système de deux équations à deux inconnus qui sont R et T. La résolution est simple. On divise par exemple l'équation 2 par N2, donc j'ai 1 plus R égale à T et j'ai 1 moins R égale à N2 sur N1. Donc si je fais la différence, donc je vais avoir donc 2 plus 2R2 est égal à T facteur de 1 moins N2. D'accord. Et par conséquent, donc je vais avoir donc R, je déduis R qui s'écrit donc N1 moins N2 sur N1 plus N2 et T qui est 2N1, N1 plus N2. Donc on voit que dans tous les cas T est un terme donc qui est un nombre qui est positif, puisque le numérateur est positif et le dénominateur est toujours positif. Mais par contre, le R, le coefficient de réflexion, est égal à N2 moins N1. Donc on va définir, comment dire, selon la différence N1 moins N2, R va être positif ou négatif. Donc si N1 est inférieur à N2, le RC va être négatif. Si N1 est inférieur à N2, on dit que le milieu, il y a réflexion sur un milieu plus réfringent. D'accord. C'est une notion qu'on utilise aussi en optique physique. Donc il y a un déphasage de pi entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. D'accord. Par contre, pour le T, le coefficient de transmission est toujours en amplitude, est toujours positif. Donc l'onde transmise est toujours en phase avec l'onde incidente. Les coefficients de réflexion en énergie et les coefficients de transmission en énergie sont donnés par le rapport de modules des vecteurs de Poynting associés à chaque onde. Donc pour l'onde réfléchie, pour le coefficient de réflexion d'énergie, donc ça va être le module, la valeur moyenne du module
du vecteur de pointing de l'onde réfléchie sur celui de l'onde incidente. Et pour le coefficient de transmission en énergie, ça va être le module du vecteur de pointing de l'onde transmise sur celui de l'onde incidente. D'accord? Donc en incidence normale, le vecteur de pointing, donc on sait que c'est E que multiplie B divisé par la vitesse de propagation, donc dans le milieu 1, la vitesse de propagation, donc divisé bien sûr par mu0, donc la vitesse de propagation, on l'a déjà démontré, la moyenne, donc ça va être NA E0I au carré sur 2 mu0C. Pour celui de, comment dire, le vecteur de pointing de réflexion, donc ça va être E0R au carré sur 2, hein. Donc je vous rappelle que le 2 c'est la moyenne de E au carré, puisqu'on travaille avec des ondes monochromatiques, le cosinus ou sinus, en expression cosinus, la moyenne d'un cosinus au carré c'est 1,5, d'accord? Et la vitesse de propagation de l'onde réfléchie, donc elle se propage dans le milieu 1, donc sa vitesse c'est C sur N1, donc j'ai un N1 ici, d'accord? On remplace E0R par R E0I, puisque R c'est par définition E0R sur E0I, et le coefficient de, disons, le module du vecteur de pointing de l'onde transmise, ça va être, je reviens aux expressions qu'on a déjà démontrées, donc la moyenne du vecteur de pointing pour une onde monochromatique, donc finalement, donc c'est 1,5 epsilon 0, c'est que multiplie n, que multiplie l'amplitude de l'onde associée, l'amplitude du champ électrique de l'onde associée, d'accord? J'ai fait une petite correction ici, hein, donc j'ai repris donc les expressions du vecteur de pointing, donc son module, on a noté pi. L'expression c'est 1,5 epsilon 0, c'est n que multiplie E0 au carré, dans un cas général. Donc pour l'onde incidente, donc l'amplitude de l'onde incidente c'est E0i, donc il serait au carré. Pour l'onde réfléchie, le milieu d'indice NA, d'accord, E0, l'amplitude de l'onde réfléchie c'est E0R, qui est au carré. Pour l'onde transmise, la moyenne temporelle du vecteur de pointing de l'onde transmise, c'est 1,5 epsilon 0, c'est N2 et non pas N1, d'accord? Donc vous rectifiez, que multiplie l'amplitude de l'onde transmise. L'amplitude de l'onde réfléchie, donc je sais que R c'est le rapport E0R sur E0I, donc E0R n'est autre que R E0I. Et j'ai rectifié ici aussi, hein, donc et le E0T n'est autre que T que multiplie E0I. T c'est le coefficient de transmission en amplitude, d'accord? Donc en remplaçant dans ces expressions-ci, je vais avoir donc R, donc c'est le rapport de 1,5 epsilon 0 Cn1 qui va se simplifier, 0, 0i au carré donc aussi va se simplifier, donc il reste R au carré, donc grand R c'est R au carré, et on remplace R par son expression, c'est N1 moins N2 sur N1 plus N2. Pour le coefficient de transmission en énergie, donc c'est le rapport de la moyenne du module du vecteur de pointing de l'onde transmise sur la moyenne du vecteur de pointing de l'onde incidente. Donc le terme 1,5 epsilon 0 C va se simplifier. Donc il va rester N2, d'accord? Donc N2 sur N1, et puis T dans cette expression qui est au carré, d'accord? Et on remplace T par son expression, et on va obtenir donc l'expression 4N1 N2 sur N1 plus N2 au carré, d'accord? On remarque de plus que si on fait la somme R plus T, donc R plus T, on voit ici qu'ils ont le même dénominateur, N1 plus N2 au carré. Donc on va avoir N1 moins N2 au carré plus 4N1 N2. N1 moins N2 au carré, c'est une identité remarquable, donc qui est A moins B au carré, donc ça s'écrit N1 au carré plus N2 carré, moins 2N1 N2. Donc 2N1 N2,
plus 4n1, n2 donne 2n1, n2 qui n'est autre que l'identité remarquable n1 plus n2 au carré. D'accord? Donc, par conséquent, donc R plus T, c'est égal à 1.